Bonsoir, bienvenue. On va démarrer cette table ronde en commençant par un mot d'introduction de notre présidente, la présidente de l'association JRS France, Véronique Albanel, qui est également professeure de philosophie ici même au Centre Sèvres. Vous m'entendez bien parce que j'ai des petits retours me disant que pas terrible. Bon, alors on fait comment? On peut monter le son? Il faut que je hurle? Ça commence mal pour l'interculturalité quand même. Allô, allô, vous m'entendez mieux? Pas du tout? Bon, alors je vais parler fort et surtout, dites-le si vous n'entendez pas bien. En tout cas, merci d'être venus si nombreux, très nombreux, pour relever avec nous ce pari de l'interculturalité et je vous promets, vous ne serez pas déçus. En tout cas, c'est une grande joie pour moi de vous accueillir ici au Centre Sèvres. J'ai deux maisons, JRS et le Centre Sèvres, et les deux ont en commun de vivre l'interculturalité. Au premier plan, là d'ailleurs, il y a vraiment une belle brochette, c'est Centre Sèvres et JRS. Interculturalité, le mot peut en effrayer certains et je vous rassure, ce n'est pas le dernier concept à la mode, ce n'est pas du tout ça. C'est une expérience vivante, réelle, toute simple, qui nous concerne tous et qui commence par une rencontre. En tout cas, c'est ainsi que JRS a commencé il y a bientôt 15 ans avec son programme d'hospitalité baptisé Welcome. Aujourd'hui, on parle plutôt d'hébergement citoyen, mais le point de départ est le même, croire que la rencontre à hauteur d'humanité est possible, que l'on peut ouvrir son cœur puis sa porte à un demandeur d'asile venu de loin, porteur d'une culture différente et parfois étrange. Et cette rencontre, maintenant, elle traverse tous les programmes, en particulier, vous en aurez une très très belle illustration ce soir, le programme JRS Jeunes. Le livre magnifique que je vous invite à acheter parce que vraiment, non seulement il est beau, mais c'est vraiment extrêmement savoureux à lire. C'est le fruit d'une longue expérience, 4 ans de travail, de retour d'expérience, on appelle ça des relectures, d'ateliers pratiques entre exilés et familles d'accueil, 4 ans de dialogue confiant pour dire clairement et en vérité ce qui nous surprend, nous dérange, nous heurte, nous blesse, parfois nous agresse, mais je le précise, réciproquement, c'est-à-dire des deux côtés. Nous sommes, nous aussi, famille d'accueil, en tout cas en ce qui me concerne, source de tout ça. L'interculturalité à JRS porte une conviction forte. La rencontre n'est pas seulement possible ou souhaitable. La rencontre est une expérience d'ouverture nécessaire, fondamentale pour vivre ensemble. Mais pour être crédible, cette rencontre interculturelle doit se faire sans angélisme et sans naïveté. L'interculturalité n'a rien d'une pensée magique. Car certains malentendus peuvent être légers et donc surmontés avec un brin d'humour, si possible. D'autres malentendus, ou plus graves encore, révèlent et confirment ce à quoi nous tenons fermement, nos valeurs essentielles. Quelle que soit la taille ou l'impossibilité de nous mettre d'accord, une conviction forte reste, c'est celle qui nous anime à JRS. Nous avons le choix entre la guerre civilisationnelle ou la joie interculturelle. Cela suppose d'être lucide et bienveillant, lucide sur nos fondamentaux en les proclamant clairement et fermement, bienveillant sur le reste, car notre commune humanité est plus importante que nos différends culturels. Je terminerai en rappelant que l'interculturalité ne sauvera peut-être pas le monde. Elle ne résout pas tout, car nos différences et nos différends ne sont pas seulement culturels. Mais modestement,
ce pari de l'interculturalité favorise la rencontre, nourrit la joie de vivre ensemble. Telle est à JRS notre espérance indéracinable, collective et politique. Je laisse tout de suite la parole à Marie-Catherine Chevalier, dite Cathy, directrice adjointe de JRS, pour présenter nos intervenants. Merci. Merci beaucoup Véronique pour cette belle entrée en matière, très inspirant. Et nous avons la chance donc ce soir d'avoir des personnes autour de cette table pour cette table ronde qui sont tout aussi inspirantes. Je vais vous les présenter. En premier lieu, donc, les auteurs du livre. Donc, Pauline Blin, salariée à JRS France, qui travaille notamment sur le programme JRS Jeunes. Debout, Pauline. Un petit coucou. Blandine Le Bourgeois, qui est donc également formatrice, co-auteur du livre. Michel Soquet, qui est donc formateur en communication interculturelle et qui a également participé à la rédaction de l'ouvrage. Et Ali Jam, dessinateur de presse franco-iranien, qui a réalisé la magnifique couverture, elle n'est plus là, mais la magnifique couverture de l'ouvrage. On aura aussi la chance, Ali Jam, qui est aussi membre du conseil d'administration. on est quand même très heureux. Alain Régnier, ensuite, donc, qui est le délégué interministériel, donc à la DIER, la délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiés. Et bienvenue. Et Elena Lassida, qui est professeure à l'Institut catholique de Paris, docteur en économie, et qui a notamment rédigé le livre « Le goût de l'autre ». Merci à toutes et tous d'être présents pour cette table ronde. On va commencer d'abord par retracer l'histoire de l'ouvrage. C'est toujours important de savoir d'où on vient et quel chemin on a parcouru pour en être là où nous en sommes. Et je laisse donc la parole à Pauline pour faire cet historique. Merci. Merci Cathy. Alors c'est une histoire autour de deux mots principaux. Le premier, c'est des questions, des interrogations. Et le deuxième, c'est une rencontre. Vous allez entendre beaucoup parler de rencontres ce soir. C'est un peu l'ADN de JRS. Les questions, ce sont des questions qui émanaient de différentes antennes de JRS France, présentes donc dans une quarantaine de villes. Et puis, depuis plusieurs années, on avait une petite musique qui nous revenait avec ça. Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est pas culturel? Pourquoi c'est comme ci, comme ça? C'est un peu surprenant, je ne comprends pas. Et voilà, ça a attiré notre attention sur, oui, cette question culturelle, finalement, peut-être qu'il faudrait la traiter d'une façon ou d'une autre à JRS. Et puis la chance qu'on a eue, c'est qu'on a rencontré Michel Soquet, qui est là avec nous, et que cette rencontre, elle a déclenché, en fait, toute une série d'échanges. En fait, de façon très concrète, on a rassemblé autour de tables des personnes de différentes nationalités, dans différentes villes, et on a échangé sur des sujets comme la nourriture, notre communication, notre façon de nous adresser les uns aux autres, mais aussi les relations hommes-femmes, la religion. Et tous ces éléments-là, eh ben, on a échangé, on a discuté. Ça aurait pu être un simple témoignage et un recueil de témoignages. Mais en fait, à partir de cette matière, et de cette matière très riche, on a pu sortir en fait à la fois des clés de compréhension, des éléments d'explication, et aussi des éléments pour se situer par rapport à tous ces éléments qui viennent nous surprendre. Le résultat de ce travail, donc Véronique l'a dit, de 4 ans, c'est un ouvrage. On a choisi parmi toute la matière qu'on avait récoltée. Et vous y trouverez en fait pas mal d'éléments à la fois de vécu, mais aussi pas mal de clés de compréhension et d'éléments pour pouvoir vous situer par rapport à ces questions interculturelles. Alors donc effectivement, ces 4 années de travail, le travail sur l'interculturalité touche aux relations humaines, ça nous façonne et ça apporte des clés de compréhension pour vivre ensemble.
Et sur ce lien avec le vivre ensemble, les relations, Blandine, donc, tu es également auteure de l'ouvrage. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette dimension personnelle, en quoi ce travail t'a marqué et t'a façonné? Oui, merci Cathy. Effectivement, ce travail, c'est pour moi quelque chose d'important et un travail qui s'inscrit complètement dans la continuité de mon parcours à l'international et qui s'est largement enrichi, bien sûr, avec toutes ces rencontres à JRS et notamment tous les ateliers, comme le disait Pauline, que nous animons un peu partout en France, de Bourg-en-Bresse à Nantes, en passant par Toulouse, Marseille, Valenciennes et j'en passe. Hein, les uns et les autres vont pouvoir se reconnaître. Et c'est lors de ces échanges dans les ateliers avec des membres de JRS qui accueillent, mais des personnes exilées aussi qui sont présentes, que nous avons beaucoup échangé. Alors, sans vouloir être très longue, parce que l'expérience est dense, je voudrais souligner 3-4 points forts qui m'ont particulièrement marqué dans ce travail. Le premier, c'est l'importance de quitter nos certitudes. Les certitudes étouffent, et quitter ces certitudes, ça suppose de se décentrer, de se déplacer, de regarder l'autre en étant capable de se dépouiller soi-même de ses propres repères. Alors c'est facile à dire, c'est pas forcément facile à vivre, c'est pas forcément facile à faire, ni tous les jours, ni dans toutes les situations. C'est une posture qui peut même donner le vertige à certains moments, mais ça vaut le coup et il ne s'agit pas forcément d'être d'accord avec l'autre, mais au moins de pouvoir s'entendre et oser sortir de sa zone de confort. Très souvent, j'utilise un petit peu cette image qui est au dos du livre hein, que Ali a dessiné, donc du petit bonhomme avec ses lunettes de couleur, et essayer de regarder la culture de l'autre avec les lunettes de l'autre, c'est une manière d'essayer de se mettre dans la peau de l'autre. Je voudrais dire que dans notre groupe de travail, hein, nous étions 5 à travailler plus particulièrement là-dessus, j'aimerais souligner l'importance de la participation de Firas, notre collègue qui vient de Syrie et qui justement nous a beaucoup aidés à regarder autrement et à essayer, lui, de regarder notre culture. Un deuxième point clé qui me... Merci, Firas est là au bout de la salle, donc merci Firas. Un autre mot-clé, c'est nuance et humilité. Nuance, pourquoi ? C'est un appel pour moi à être vigilante en permanence pour ne pas généraliser, pour ne pas tomber dans les stéréotypes, les raccourcis, en se souvenant que la culture est un des facteurs qui nous constituent, mais ce n'est pas le seul. Donc ce n'est pas parce qu'il y a un malentendu que c'est à cause de la culture, mais peut-être ça vaut le coup de regarder s'il y a un facteur culturel. Le deuxième, humilité, rien n'est acquis, on le voit bien dans le réseau en travaillant avec toutes les personnes qui nous disent en permanence que chaque rencontre est une nouvelle aventure et que c'est à chacun de trouver son chemin à chaque fois, que ce soit une personne exilée, une personne française qui accueille. Et dans cet état d'esprit, on parle plutôt à JRS de surprise culturelle plutôt que de choc culturel, en se disant il y a un goût de la découverte qui nous plaît, qui nous intéresse. Un troisième point qui m'est très cher, c'est construire un nous qui soit plus large en y trouvant du goût. Il ne s'agit pas de subir, mais il s'agit de vraiment construire ensemble avec enthousiasme. Et c'est ce que nous avons essayé de faire et avec l'aide de Michel, hein, arriver dans une démarche d'intelligence interculturelle, comme l'appelle Michel, d'observer, de prendre du recul, de se questionner, de dialoguer, de chercher ce qu'on peut accepter plus difficilement, comment on fait quand on n'arrive pas à se rejoindre. Et toute cette démarche, je pense qu'on peut la transférer un petit peu à n'importe quelle situation au-delà de l'interculturel. On peut la lire aussi dans toute relation, dans une situation de tension, dans une rencontre, même au-delà de l'interculturalité. C'est quelque chose qui peut vraiment être facteur de solidarité entre nous tous. Je terminerai par un mot qui est assez important chez nous à JRS, le mot reconnaissance, l'importance d'être reconnu. On sait tous qu'on a tous besoin de reconnaissance.
lors des ateliers dans les différentes villes de France, je suis assez frappée de voir le vrai bonheur des personnes exilées qui ont, lors de ces ateliers, l'occasion de parler de leur culture. Et pouvoir parler de sa propre culture, c'est quelque chose de très fort lorsqu'on est en exil. Chez moi, ça se passe comme ci. Chez moi, ça se passe comme ça. Ça ne veut pas dire que je l'impose, mais je peux parler de chez moi. Et ce chez moi, ça résonne si fort pour une personne qui vit l'exil. C'est vraiment très, très important. Pour terminer, je vais dire une petite anecdote, en m'inspirant un petit peu d'un livre d'Abdenour Bidar, donc un philosophe soufi, qui a écrit un livre, Les Tisserands, que certains d'entre vous connaissent sûrement. Soyons des tisserands qui tissent et retissent des liens dans l'harmonie des couleurs. Et chacun sait que dans un beau tapis ou dans une belle peinture, c'est bien le jeu des couleurs qui fait ressortir la beauté de la couleur voisine. Alors c'est une invitation pour nous tous d'oser vraiment l'interculturalité. Je vous remercie. Merci Blandine. Et effectivement, donc c'est un livre qui part du terrain, de l'expérience, de ce qui a vraiment été vécu au sein du réseau. Et en ce sens, Jam, donc dessinateur de presse franco-iranien, qui a notamment été accueilli au sein de familles JRS Welcome. Donc tu as pleinement vécu la rencontre interculturelle à travers l'accueil et tu as illustré tous les dessins de l'ouvrage. Je te laisse la parole. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le fait d'avoir été accueilli en France, comment ça t'a marqué et comment ça t'a permis de dessiner et d'illustrer ce livre. Je vais projeter les dessins. Merci beaucoup et bonsoir à tout le monde. Tout d'abord, c'est nécessaire à dire grand merci à tout le monde, des Français et Françaises d'abord, et deuxième, les familles qui m'ont accueilli chaleureusement, chaleureux, et des personnes qui m'ont aidé, notamment GRS, pour différentes façons de ma vie, différentes étapes. Grand merci à mon épouse qui m'a aidé pour ce projet-là. Elle est française et elle est là ce soir. Et donc, et aussi GRS, qu'est-ce que je peux dire sur GRS? Je commençais la vie difficile comme tous les migrants, tous les gens déplacés par force, arrivés dans un endroit inconnu, aveugle, muet. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à progresser. Et finalement, aujourd'hui, je suis membre de CA de GRS. Donc, grand merci pour cette possibilité, cette opportunité de vrai accueil, en fait. Merci. Voilà, c'est le premier. Deuxième chose, c'est que ce projet, c'était très intéressant, c'était exactement moi, et j'étais un témoin dans ce thème-là. Donc, je n'étais pas un dessinateur invité d'ailleurs, etc. J'étais quelqu'un au milieu de ce contexte-là. J'étais un exemple dans différentes étapes-là. Et quand j'ai vu tous les chapitres, et j'ai réfléchi à un moment où j'étais en fait. Donc, c'était intéressant d'imaginer, de dessiner en tant que dessinateur. Donc, ça m'a touché beaucoup. Je crois que le résultat pour moi, c'était bien. J'espère que pour tout le monde est bien. Par exemple, première étape, donc pour chaque chapitre, ça c'est un chapitre de... l'alimentation, voilà, et les habitudes alimentaires. L'alimentation, c'est quelqu'un accueilli chez une famille, timide, intimide, etc. Il y a plein de choses pour deux côtés. Et aussi, il y a des choses, le sujet de l'alimentation, l'allergie. Chez moi, c'est comme ça. Chez eux, c'est comme ça. Et ça a inspiré dans un moment que j'étais pas envie de manger chez eux.
mais j'étais quelqu'un caché un peu comme ça. Alors, avant d'entrer, comment je peux dire, préparer un peu, mon excuse, c'était quoi en fait de manger ou pas manger, voilà. Et donc, le prochain, je crois que c'est intéressant parce que la façon de repas, par exemple, c'est une réflexion pour différentes cultures et bien évidemment, dans quatre coins du monde, c'est très différent. Par exemple, à côté de moi, l'Afghanistan, c'était clair, femmes et hommes séparés, manger par terre, il n'y a pas y a pas de dessert vraiment, il n'y a pas d'entrée, etc., etc. Donc ça, par rapport à table le soir en France qu'on mange et on parle des heures, des heures, des heures donc, avec bon fromage et tout, c'est pas mal. Donc c'était un sujet très très touchant pour moi et j'ai vécu avec comparé avec ma vue d'abord et après. Donc ça donne des richesses pour ce projet-là. Et d'autres étapes, c'était étape d'accueil des familles. Il y en a d'autres choses. La question, en fait, je crois que pour deux côtés, c'est comme ça. Pour les accueillir, jusqu'à quelle étape vraiment, jusqu'au où on dit, par exemple, ça nous dérange. Moi, ça m'intéresse le mot je te dérange, par exemple. Chez nous, ça n'existe pas, mais en France, on dit tout le temps ça. Donc, je te dérange, c'est chouette quand je te dérange. Donc, pour moi, parfois, ou j'ai entendu chez d'autres personnes, c'est à peu près comme ça, que parfois, les questions des Français et Français, c'est un peu trop sur nous. Par exemple, je me souviens, il y a quelqu'un qui dit, tu sais, les Français, il dit comment ça va, quoi de neuf, etc. Ils attendent beaucoup de nouvelles. On est très naïf, on parle toute notre vie. Et après, comme une manière égalité, on dit OK, alors c'est toi. Il dit écoute, rien. Voilà. Alors, rien, moi je parle beaucoup, mais donc ça, c'est une chose très intéressante par rapport à deux regards aux deux côtés. Bon, c'est toujours, ça donne des idées pour le dessinateur et je crois que c'était très riche par rapport à quelque chose que j'ai vu, j'ai vécu, j'ai lu et voilà, comparé entre deux. Donc ça aussi, c'était très intéressant dans le chapitre question de l'argent, c'est que vraiment très, très réfléchissant, je crois, parce que on voit dans une ambiance comme ça, derrière Tour Eiffel, une sculpture de penseur voilà, c'est une vie riche quand même. Et donc, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, quand j'étais chez quelqu'un, ils n'étaient pas contents à partir que je montre mon téléphone, en fait. Mon téléphone, c'est un modèle de la Galaxy, machin. De quel modèle? Mais c'est un modèle très bon. Mais les gens disent, ah oui, si tu as le téléphone comme ça ou les baskets comme ça, j'imagine que tu n'as pas besoin de... Alors, on se trompait, en fait, c'est pas toi. Donc, ça, c'était l'idée très intéressante. J'ai écouté avec mon ami et moi, je dis ça, c'est vraiment la question, c'est que est-ce que c'est vraiment, c'est ça, s'il y a quelqu'un entre nous, en tant de migrants, ça montre quelque chose de plaisir, un peu montrer un téléphone différemment par rapport aux questions de l'argent, aide ou pas aide, est-ce que c'est vrai ou pas? Donc ça, c'est un sujet, voilà, regarder les gens, c'est un peu clair, un peu. Et ça aussi, c'est toujours la question, c'est est-ce que c'est riche ou pas riche, etc. Est-ce que c'est choquant, est-ce que c'est pas choquant, etc. Il y a deux parts différentes que, par exemple, le premier aussi, que je crois que ça, il y a des questions pour beaucoup de gens comme moi.
attention des mots, etc., dont tomber dans notre sens et tout. Et aussi, bien évidemment, dans ce cadre-là, on voit que, voilà, par rapport à son tradition, c'est un peu différent. Un peu différent. Tous ces sujets, ça, c'était mélangé et les chapitres, c'était très intéressant. Et quand j'ai vécu avec ces réflexions, c'était où je suis en fait là, au milieu. En fait, moi, je suis aujourd'hui, j'ai un exemple de multiculturalité parce que je me marie avec une Française. Dans ma vie, 24 heures, je suis quand même dans ce contexte-là. Je suis dans le milieu de multiculturalité, façon de manger, façon de penser, etc. C'est vraiment, pour moi, c'était beaucoup de questions. S'il y a d'autres chapitres que je n'ai pas parlé, c'est que, voilà, par exemple ça. Donc ça, moi et toi, chez moi et chez toi, c'est quelle est la différence. Et le thème, le chapitre, c'était compliqué. C'est une question philosophique. Le chapitre, c'était quoi? Alors, c'est un chapitre sur société collective et Oui. société individuelle. Voilà, société collective, société individuelle. Il m'attend un dessin pour ça. J'ai réfléchi beaucoup. Ce n'était pas facile d'exprimer et de montrer et de faciliter graphique comment on peut faire. Et je me souviens, par exemple, chez moi, de mes parents et de mon communauté, c'est avant, peut-être maintenant, c'est moins. C'est que les parents et les gens plus âgés décident pour les jeunes pour le mariage. Par exemple, je me souviens entre nous, il y a une petite fille, il a dit, OK, à partir du moment, on sait que ça c'est pour lui. Donc, ils sont de même âge, 4 ans, 3 ans, etc. Ils sont décidés, les parents ou les communautés décidées pour ce mariage. Donc, pour moi, c'est une forme de protection. Ça veut dire que la communauté protège l'un et l'autre. On n'est pas tout seul, toujours à côté. C'est une force, parce que moi j'ai vécu dans ce contexte-là, c'est une force. D'ailleurs, la vie européenne est complètement différente, la liberté individuelle. Donc, c'est que chercher chacun lumière ou son chemin. Donc, pour moi, comparer l'un et l'autre dans un page côte à côte et en même temps voir les deux formes différentes, c'était toujours intéressant. Je ne sais pas, jusqu'à maintenant, j'ai réussi à montrer ou je ne sais pas, mais c'était pour moi personnellement, c'était très très intéressant et c'est une vraie question en fait par rapport à notre sujet, multiculturalité. Et juste pour conclure, un dernier dessin. Voilà, je crois que c'est la conclusion, c'est que regarde autrement, regarde encore, donc relis un peu comme ça. Pour nous, pour tout le monde est comme ça. Quand vous voyez quelque chose, première impression, deuxième impression, troisième impression, c'est pas pareil dans notre domaine. Donc, c'est la rencontre multiculturalité et aussi entre êtres humains, c'est un peu comme ça. Aujourd'hui, mon regard par rapport à l'année dernière ou l'année d'avant, complètement différent. Et ça, c'est grâce à, je ne sais pas, de réfléchir un peu, de regard, encore regard, c'est un peu différent. Voilà. Merci beaucoup, Ali. Merci. Alors, sur ce travail-là, on n'avance pas en autarcie, on est au sein d'une société avec son contexte politique propre. Et en ce sens, on a la chance, la joie de travailler en grande intelligence avec des acteurs privés, mais également publics, notamment donc, avec la délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiés, qui est notamment également un financeur de l'ouvrage. Si on peut l'avoir aujourd'hui dans nos mains, c'est aussi parce qu'on a des financeurs. Merci.
Voilà, donc je vous passe la parole pour apporter cet éclairage en termes de politique publique. Bien, bonsoir à tous. Merci JRS pour cette invitation. Ça fait plus de 5 ans et demi que j'ai cette mission. Je vous raconterai un petit peu plus tard c'est quoi cette mission. Mais le premier déplacement, je l'ai fait chez vous, à JRS France. Et j'ai eu l'occasion donc de rencontrer des gens très engagés, très mobilisés, des réfugiés également, des demandeurs d'asile. Donc, merci pour tout ce travail que vous faites au quotidien pour créer les conditions d'un bon accueil dans la société française. Alors, ce que je voulais vous rappeler déjà pour démarrer, c'est que dans les débats qui sont en cours dans les sociétés développées, occidentales, on est sur très souvent une opposition entre ceux qui seraient des pro-migrants et ceux qui seraient des anti-migrants. En tant que haut fonctionnaire, moi, je me dois de vous rappeler que je suis au service d'un État de droit. Et que cet État de droit, il est fondé sur du droit international, du droit européen et du droit national. Ce droit de l'accueil, du mouvement, de la liberté de circulation, c'est un droit récent dans l'histoire de l'humanité puisqu'il date de l'après-Deuxième Guerre mondiale et que un certain nombre de Français y ont contribué. Je voudrais rappeler l'importance de René Cassin dans le cadre de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais tout ça n'a que 70 ans et quelques. Le droit international qui s'est développé jusque dans les années 70 avec le droit de l'enfant, tout ça est aujourd'hui remis en cause dans la remise en cause de l'ordre international dans lequel nous vivons et pour lequel une grande majorité de pays ne considèrent pas que ces droits fondamentaux sont universels. Et donc nous sommes confrontés à cette tension qui est, encore une fois, de la jeunesse de ces droits, de la possibilité offerte à chaque être humain de pouvoir bouger et bien évidemment d'être protégé. Donc ce droit à la protection, la France s'honore aujourd'hui de continuer à être l'un des États en Europe qui poursuit cette application du droit international. Je voudrais saluer la présence de Paolo Artini, le représentant du HCR en France. Il pourra vous dire aussi que la France est mobilisée sur ce qu'on appelle les politiques de réinstallation, c'est-à-dire l'application du droit international au travers de l'ONU et du HCR pour prendre sur le territoire français des personnes identifiées par le Haut Commissariat aux réfugiés. Donc nous sommes dans une tension, mais nous continuons à accueillir. Je voudrais que vous en ayez vraiment pleinement conscience parce qu'on dit souvent n'importe quoi sur ces sujets dans le débat politique français et débat médiatique. La France accueille chaque année entre 250 000 et 300 000 personnes légalement sur son territoire. Depuis de nombreuses années, ce chiffre varie entre 250 et 300 000. Alors il y a déjà des étudiants, 70 000, 80 000 étudiants. Il y a des personnes qui viennent pour travailler, 30 000. Il y a des demandeurs d'asile qui ont une protection internationale et qui sont autour de 50 000, 55 000 par an. Et il y a le regroupement, la réunification familiale qui représente à peu près 100 000 situations tous les ans. À cela, il faut rajouter ce vivier de personnes migrantes sollicite aussi la nationalité française. Et à peu près 100 000 nouveaux Français sont reconnus par la République chaque année. Donc, dans le débat qui, encore une fois, est mal posé, dont les termes sont mal posés, nous restons aujourd'hui une société profondément accueillante, certes avec des tensions européennes. Nous n'arrivons pas à faire aboutir un pacte qui aura 3 ans en septembre, qui a été proposé par la Commission européenne. Nous sommes toujours avec l'application de ce qu'on appelle Dublin, qui est une impasse en termes humains par rapport aux demandeurs d'asile. Et nous avons nous-mêmes, dans la société française, dans l'approche juridique, des tensions qui restent extrêmement perceptibles à chaque fois qu'on entend et qu'on ouvre la télévision ou les journaux, on a cette tension. Qu'est-ce qui caractérise la personne que nous accueillons? Elle est dans une situation de profonde inégalité par rapport à nous. Elle ne connaît pas la langue pour la plupart. On a eu longtemps une migration francophone, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui.
On a des populations, des personnes qui viennent en famille, qui ont traversé des traumatismes épouvantables, qui ont donc des problèmes de santé. Il y a donc la question des codes pour accéder à la santé, pour parler à un psychiatre. C'est déjà pas facile pour un Français dans sa langue d'aller voir un professionnel de la santé mentale, mais c'est encore plus difficile pour un étranger. Donc il y a tout un tas de défis à relever pour mettre à niveau et faire en sorte que la personne que nous accueillons lui tendre la main pour la mettre à égalité le plus possible par rapport à nous dans la société française, nous qui sommes, encore une fois, ici. Donc l'objectif et la mission qui m'a été confiée, c'est d'essayer d'organiser la politique d'intégration pour que les personnes que la France accueille soient bien intégrées, bien insérées dans la société française. L'intuition du président de la République, quand il m'a confié cette mission en 2018, c'est de dire, si nous voulons continuer à pouvoir accueillir, il faut que les personnes que nous accueillons soient bien accueillies et soient bien intégrées dans le moyen et le long terme. Sinon, nous allons entraîner encore plus de rejets et de refus de poursuivre cette politique d'accueil. Donc, ce que nous avons essayé de faire depuis 5 ans, c'est d'abord de mettre la personne au centre des politiques publiques. On est dans un pays où l'approche traditionnelle, c'est que l'administration, avec un grand A, considère l'usager comme un sujet et pas comme un acteur. C'est à l'usager de comprendre la circulaire et de trouver la case correspondant à sa situation dans la circulaire ou dans le formulaire. C'est encore plus difficile pour les personnes qui arrivent chez nous et qui n'ont pas, encore une fois, cette connaissance du système administratif et de la complexité de ce système administratif. Donc, la première chose que nous avons essayé de faire dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique décidée par le gouvernement, comité interministériel à l'intégration en juin 2018, ça a été de travailler sur l'accès à la bonne information. Et là, c'est grâce à JRS France que j'ai rencontré quelqu'un qui est dans la salle, qui s'appelle Nour Anaskani, qui est devenu le chef de projet numérique de la délégation interministérielle et qui est devenu français également depuis presque 2 ans maintenant. Et donc c'est grâce à JRS, et je tiens à le saluer, il est au fond de la salle, et on peut l'applaudir. Voilà, Nour faisait des plannings pour l'inscription à des cours de français sur la région parisienne. Et donc, voilà, c'est aujourd'hui une application qui s'appelle réfugiés.info que je vous invite à télécharger sur votre mobile. Il y a aujourd'hui plus de 70 000 téléchargements de cette application depuis un peu plus d'1 an. Il y a 8 langues, il y a une communauté de 800 traducteurs. Donc ce n'est pas Google Traduction, c'est des êtres humains qui traduisent. Et nous avons un partenariat avec l'INALCO, c'est une vingtaine de professeurs certifiés, agrégés de plus haut niveau, qui valident les traductions. Donc c'est en partant avec un comité de personnes usagées que nous avons construit cette plateforme qui traite avec à peu près 660 fiches maintenant de tous les aspects de la vie quotidienne des réfugiés, des demandeurs d'asile en France. Donc cette plateforme, je vous incite vraiment à la télécharger et à vous en servir quand vous êtes confronté à des questions qui vous seraient posées par des personnes migrantes. Elles trouveront sur cette application, je pense à 99%, les réponses à leurs questions. Donc la première chose, c'est informer. Informer dans sa langue. Je me suis heurté à une vieille tradition française. Les étrangers doivent parler français. Ce n'est pas à l'administration de se mettre en quatre pour leur communiquer dans leur langue. Donc voilà, j'ai forcé là aussi l'approche et nous avons donc cette application aujourd'hui traduite. Nous avons également développé un projet central de participation des personnes au processus de décision, que ce soit dans les comités de pilotage nationaux ou localement dans les comités
de pilotage des contrats territoriaux que la délégation a mis en place avec 20 métropoles en France. Et nous avons 200 contrats territoriaux en dehors des territoires très urbanisés. Et donc, nous développons, nous suscitons la participation des personnes elles-mêmes dans les projets qui sont construits pour elles. Et avec le HCR, nous avons, et l'IFRI, nous avons il y a 3 ans développé un produit de participation nationale, un exemple qui reste à approfondir, qui s'appelle l'Académie pour les réfugiés, et qui a, encore une fois, le principal objectif de mettre en scène positivement le réfugié dans la société française, de manière à lui donner un accès à l'information, à des conseils d'administration, à des dispositifs, et de manière à ce qu'il soit pleinement partie prenante du projet d'intégration. Ensuite, le français est un enjeu essentiel. Nous avons triplé les moyens pour les formations linguistiques. Ce n'est pas suffisant, non pas en termes de volume, mais le cours de français, et je pense que je partagerai ce que je vais dire, la plupart d'entre nous avons appris une langue étrangère d'une manière scolaire, universitaire. Moi-même, après 8 ans d'anglais, j'étais incapable, puisque je n'avais pas une famille qui me permettait d'aller à l'étranger, passer quelques semaines ou quelques mois, de tenir une conversation courante en anglais. Donc, la question du bain linguistique est posée. Donc, il faut des cours de bonne qualité, mais il faut en même temps organiser la rencontre, qui peut passer, je peux citer vos programmes à JRS, mais aussi France Terre d'Asile avec Duo Fort Demain, à la mise en relation entre Français et étrangers, de manière à construire ce projet de vie en France avec quelqu'un qui va vous coacher, vous mentorer, être avec vous, vous parrainer. Et je voudrais aussi signaler le projet qu'on a construit. Je demande à Nawal de sortir de son sac le glossaire de Barbara Cassin de la Maison de la Sagesse, que l'ADIER a également financé et qui existe en 3 langues. Donc, c'est les glossaires de l'administration. J'ai demandé qu'on vous ramène le soniqué. Voilà, donc il est à votre disposition. Et ceux qui en veulent, on pourra vous en envoyer parce que nous en avons financé, nous avons de quoi financer, vous offrir ces livres qui vont être ensuite développés dans d'autres langues par la Maison de la Sagesse avec l'équipe de Barbara Cassin. Et donc, c'est aussi un produit qui sera prochainement numérisé et qui sera accessible en ligne de manière à être actualisé. Ce glossaire, c'est simplement de se dire, pour comprendre comment divorcer ou comment se marier, les formalités, les mots ne veulent pas dire la même chose, même si on les traduit mot à mot. Il faut le nom de quelqu'un ne veut pas dire la même chose en Afrique et en Europe. Donc voilà, c'est le principe de ces glossaires de l'administration. Pour l'instant, donc c'est en 3 langues et nous allons développer ce partenariat avec le ministère de l'Intérieur qui porte aussi ce sujet. Et puis la dimension culturelle est essentielle. Donc nous avons, si vous allez sur le site de la délégation interministérielle, nous avons toutes les semaines des rendez-vous culture et nous mettons en avant des portraits, des actions pour valoriser la culture de l'autre et montrer comment cette culture nous enrichit. Donc ça, c'est aussi un axe, c'est de faire savoir, encore une fois, ces autres cultures. Nous avons aussi contribué à un concours de poésie 10 mois, 10 mots, qui a été primé il y a quelques semaines maintenant. Donc il y a toute cette dimension que je porte avec mon équipe et avec le ministère de la Culture, bien sûr. Et nous essayons encore une fois de développer le maximum les interactions. Nous avons un partenariat avec les monuments de France, de manière à faciliter les visites de monuments. Donc tout un tas d'activités qui sont potentiellement accessibles. Et pour terminer, pour être concret, j'ai souhaité depuis le début de cette mission mettre en relation des jeunes Français avec des jeunes réfugiés au travers du service civique. Donc nous avons créé un grand programme national avec l'agence du service civique qui s'appelle le programme volontaire et qui a bénéficié à plus de 11 000 missions. 11 000 jeunes ont participé à des missions, dont 1 000 réfugiés. Et donc nous allons poursuivre cette mobilisation de la société civile
au travers du service civique. Voilà, l'idée, encore une fois, pour conclure, c'est très souvent, quand on arrive, on est professionnellement déclassé, on n'arrive pas forcément avec ses formations, ses diplômes, on est donc dans une situation de profonde inégalité. Et donc l'objectif de cette, qu'on l'appelle d'une manière ou d'une autre, mais vous l'appelez l'interculturalité, c'est de faire en sorte que l'on rétablisse l'équilibre et que l'on puisse organiser une mise en relation la plus équilibrée possible entre le projet que porte un individu, une famille quand elle arrive en France, et puis ce que la France peut apporter pour réaliser ce projet, tout en ayant conscience que nous devons le faire en étant vigilants sur des discours, encore une fois, très répandus aujourd'hui, qui me sont faits régulièrement, c'est pourquoi on paye un préfet pour s'occuper des étrangers alors qu'il y a tant de précarité dans le pays. Donc ne soyons pas, et Véronique, vous le disiez, ne soyons pas non plus dans une vision angélique. Les tensions sont extrêmement fortes. Mais néanmoins, si nous pouvons démontrer la richesse et l'engagement des étrangers qui viennent en France pour la société française, je pense que nous aurons fait œuvre utile pour les années à venir. Merci. Merci beaucoup. Alors justement, pour démontrer la richesse de l'accueil des personnes étrangères en France, le programme JRS Jeunes nous propose un petit pas de côté. Et quoi de mieux que l'art, et en particulier le théâtre, pour s'émerveiller du vécu interculturel avec cette option de catharsis que nous offre le théâtre. Merci d'avance. Les acteurs, la scène est à vous. Bonjour, je suis Guillaume, je suis père de famille, je suis parisienne. J'adore le foot et je suis avocat. Bonjour, je suis Catherine. Je vis à Paris avec Guillaume. Je suis comédienne et j'adore le dessin. On a 3 enfants. Salut, moi c'est Léo, je suis en CM2 et j'adore le chocolat. J'aime pas football. Comment papa? Je m'appelle Basile. J'adore le dessin animé et j'adore les jeux vidéo. Et nous, on est les 3 frères. Brother, what you thinking? Leave that record spinning. You feel the rhythm going. Legs ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Hey, Bonjour, je m'appelle Amadou, je viens du Mali, j'aime la danse et je suis l'invité de Guillaume. Je m'appelle Ali, j'aime la musique, je viens du Kurdistan. Bonjour, je m'appelle Sanjay,
Je viens d'Inde et j'aime la nature. T'inquiète pas, Zélu a dit à 20h. Mais justement, c'est dans 15 minutes. Eh maman, c'est qui les invités qui viennent ce soir là? C'est 3 amis du foot de papa. Il faudrait être bien gentil et bien poli avec eux. Oui maman. Oui, maman. 19h45, super, on est à l'heure. On est même en avance. Ça va leur faire plaisir. Je vous ai raconté, l'autre jour j'avais rendez-vous avec Madame Fraise à la mairie. Je suis arrivé seulement à 20 minutes de retard. Ils ont annulé mon rendez-vous. Vous vous rendez compte? Maintenant je fais très attention. Je ne veux pas qu'on croie que je ne fais pas d'effort. Mais quand même, c'est bizarre, cette façon de fixer à la minute près les rendez-vous. Même avec tes amis. Ouais, il faut tout prévoir ici. On y va? Ok. Guillaume et Catherine. C'est ici. Les invités! Les enfants, arrêtez-vous. Calmez. Calmez, papa. Oui papa. Mais comment ça se fait qu'ils soient déjà là? C'est pas encore cuit. Ils connaissent pas le quart d'heure de politesse? Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, bonsoir. Entrez. Bonjour mon ami, ça va? Allez, entrez. Bonjour, Bonjour. monsieur. Ça va? Comment allez-vous? Ça va très Vous bien. allez bien? Très bien. Entrez, on est très contents. Chérie, les amis arrivés. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Mais comment ça se fait? Ils ont pas vu maman et ils me regardent même pas dans les yeux. Y a un problème? Appelez-moi Catherine. Bonjour, madame Catherine. Juste Catherine. Catherine? Madame Catherine. Catherine. Madame Catherine. Madame Catherine. Les enfants, venez à dire bonjour à Sanjay, Ali et Amadou. C'est moi. Bonjour. Bonjour. Papa, ton ami là, il est costaud, il est musclé. Alors moi c'est Léon, je suis le plus grand, je suis le plus fort aussi, je suis le plus fort à l'école, je suis le plus fort en foot, en natation, je suis le plus fort en théâtre, enfin, ouais. Bon et ça c'est mes petits frères. Ouais. C'est vrai. C'est grand. C'est pas vrai, c'est moi le plus fort, je suis le plus fort de toute la famille, je suis joué au foot, je suis trop puissant et je suis trop intelligent, c'est pas vrai papa? C'est bien ma grand. Oui, c'est ça, yes. On se voit quoi? On est du fruits, de l'eau, du thé, et de la bière et du vin. C'est vrai, vous ne buvez pas d'alcool.
Si. Bah pourquoi pas? Moi je vais bien prendre une bière. Nous, on veut du coca. Et toi, tu voulais quoi? Comme vous. Et toi, tu voulais quoi? Comme vous. Tout le monde dit tutoyer. On se connaît déjà, non? Comme vous voulez, monsieur. Comme vous voulez, monsieur. Moi aussi, vous pouvez me tutoyer, hein, pas de ça chez nous. Je la connais pas. On vient de se rencontrer. C'est difficile de dire dans une première rencontre tu. Surtout à une femme. C'est bizarre. C'est bizarre. Excusez-moi. Allô, quand il mettait cocaïne pour les bassiti là. C'est pas fait comme ça. C'est sûrement une urgence. On ne répond pas au téléphone en plein d'appel quand même. Excusez-moi, c'était une urgence. Eh, mais il est trop beau ton téléphone! Mais t'as vu, il est tout neuf, il est tout neuf. Eh, mais et comment ça se fait que t'aies un téléphone tout neuf comme ça alors que papa et maman ils disent que dans ton pays tout le monde est pauvre? Non, mais arrêtez de dire n'importe quoi, les enfants. Oui, si, maman. Non, mais si, Vous savez, dans mon pays, il y a des pauvres et des riches. J'ai besoin, moi aussi, d'appeler ma famille pour prendre les nouvelles. J'appelle mes parents toutes les semaines. Ils sont vraiment impolis les enfants ici. Pourquoi ils sont à table avec des adultes et ils nous parlent directement autant? C'est étrange. Bon, on s'adapte. On n'a pas le choix. Bon, je vais aller chercher le repas. Je comprends rien. C'est les autres qui servent. Ah oui, moi j'en ai vu plusieurs fois et j'en ai vu même faire la vaisselle. Alors mes amis, viens. C'est la chou plat chou, hein? Ah, très beau, très beau. Je fais bien. Allez. Papa, maman, je peux chanter la chanson que j'ai appris à l'école? Oui, bien sûr. Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Vous avez une chanson, vous aussi? Vous avez une chanson? D'accord. Tamadiara akaramo, tamadiara londi tono kabu, tamadiara akaramo, tamahalala londi tono bumba, tamadiara akaramo, tamahalala londi tono bumba, tamadiara yere lonka puska solondi, halala yere tono kabu, tamadiara akaramo. Malala loni tono bumba Maria Abiyo medini yala dinya lolo ngakara loni ma Maria Akaramo Malala loni tono bumba Maria Yere siye mo baba dona dinya lolo ngakara toni ma Maria Akaramo Malala loni tono bumba Vous pouvez applaudir Malamine. Ashraf. JB. Marie. John. Hussein. Amadou.
Ferdows. Et derrière la mise en scène et l'écriture, Chloé. Merci beaucoup. Pardon. Merci beaucoup aux acteurs et en particulier au programme Gérer Jeunes, à Pauline qui mène tout ça. Les scénettes, c'est intéressant, c'est amusant. Peut-être qu'on s'est reconnu dans certaines situations. Ce qui est sûr, c'est qu'on a probablement toutes et tous une expérience interculturelle d'une façon ou d'une autre. Et de toutes les manières, lire ou écouter des personnes qui partagent leurs expériences interculturelles nous aide aussi à nous enrichir, à mieux vivre ensemble. Et nous avons donc la chance d'avoir Elena Lassida avec nous. Peut-être Elena, vous pouvez nous partager en quoi votre parcours et les expériences de diversité culturelle vous ont façonné votre travail et le regard que vous portez aussi sur le travail qu'on présente ce soir. Merci, bonjour à tous. Alors, c'est difficile, on se disait, de prendre la parole après cette belle mise en scène. Et voilà, mais donc, je vais essayer de faire un peu écho à partir de mon expérience et de mes domaines de réflexion à cette question que vous avez très bien mis en évidence à travers le livret et toute la démarche faite pour y arriver. Je voudrais commencer quand même par vous dire merci. Et merci déjà de m'associer à cet événement et qui est en lien avec cette démarche que je trouve vraiment, vraiment magnifique et qui, pour moi, je dirais, c'est un peu comme ce que vous avez fait. Pour moi, c'est une promesse que chaque fois qu'on investit et on met en place des espaces où on fait rencontrer des gens qui n'ont rien pour se rencontrer. Et voilà, il y a quelque chose qui se passe, ça produit des étincelles. Et je pense que c'est ce que vous avez fait. Et ça a pris du temps, vous disiez tout à l'heure, ça a pris 3 ou 4 ans. Donc ça prend énormément du temps et de l'énergie. Mais je pense que ce que vous donnez à voir à travers ce livre et à travers voilà, les petites scènes qu'on a vues tout à l'heure, montre à quel point ce temps est un temps précieux et ça nous donne des outils, pas seulement pour les gens, je pense, qui sont confrontés directement à l'interculturel, mais je pense pour vivre en société. Et donc voilà, avant tout, merci et bravo de ce travail. Et alors, ce que vous m'aviez demandé, c'était un peu de l'extérieur, pouvoir dire un petit peu, mettre en écho, en résonance, toute cette expérience que vous portez sur les rencontres interculturelles à partir de ma propre expérience et de mes domaines de réflexion et de travail. Donc, je vais le faire autour de 3 niveaux. En fait, trois petites résonances. La première, c'est à partir de mon expérience personnelle, puisque vous l'entendez, je suis moi aussi une étrangère. Et la deuxième, ça va être autour de l'économie,
puisque l'économie, c'est voilà, mon domaine de formation et de travail. Et le troisième, autour de l'écologie, qui est venu un petit peu s'incruster, je dirais, aujourd'hui dans tout mon travail sur l'économie. Donc voilà, 3 petites résonances autour de ces 3 E, puisque c'est 3 mots qui commencent par E, expérience, économie et écologie. Alors, je commence par une petite résonance au niveau de mon expérience personnelle en tant qu'immigrée, qu'étrangère. Alors, je sais, et je l'ai compris très vite quand je suis arrivée en France, que je suis une immigrée privilégiée. Je suis arrivée voilà, avec tout ce qu'il fallait pour avoir le droit de pouvoir séjourner ici. Et c'est ça sûrement qui m'a conduit pendant plusieurs années à m'investir aussi un peu dans ce travail auprès des immigrés. J'ai travaillé avec une petite association qui existe un peu dans le domaine des communautés chrétiennes qui s'appelle le Réseau chrétien immigré. Et voilà, mais c'était un peu cette expérience que je faisais moi-même en tant qu'étrangère, arrivant dans une culture différente à la même, et de voir d'autres personnes qui avaient voilà, d'autres difficultés que les miennes. Mais je voudrais évoquer alors une petite anecdote. C'est quelque chose qui m'est venu en lisant le livret, de quelque chose qui fait écho fortement à quelques-unes des expériences qui sont rapportées, même si elle n'est pas en soi évoquée, qui est en lien avec un peu avec la langue, vous en avez parlé tout à l'heure, mais que c'est la question de l'accent, et de parler avec accent. Et pour moi, l'accent a été une source énorme de souffrance. Et voilà, vous voyez que même si ça fait presque 30 ans que je suis en France, j'ai toujours mon accent, ma marque de fabrique. Mais voilà, l'accent a été pour moi une source de souffrance, parce que surtout, beaucoup au début, et à chaque fois que j'ouvrais la bouche pour dire bonjour, la question que je entendais, c'était d'où venez-vous? Et régulièrement, plusieurs fois par jour. Et alors, la personne qui me pose la question le fait avec la meilleure intention. Ça veut dire qu'elle s'intéresse à moi. Mais moi, j'entendais à longueur de journée qu'on me disait « vous n'êtes pas d'ici, vous êtes d'ailleurs ». Et donc, c'est devenu quelque chose d'agaçant. En plus, on ajoutait parfois, en plus, pour faire encore plus sympathique la question, vous avez un accent charmant. Et donc, voilà, c'était devenu un moment tellement insupportable que j'avais demandé à une amie qui est prof de lettres si elle pouvait m'aider à perdre l'accent. Et elle m'avait donné des tas des cassettes et des livres pour faire des exercices que je n'ai jamais eu la patience de faire. Et donc, c'est pour ça que j'ai toujours mon accent. Mais voilà, progressivement, je dirais, je me suis réconciliée avec cet accent, mais j'ai compris que cet accent était une manière aussi de rentrer en relation avec les gens, et que parfois l'accent permettait d'entendre les mêmes mots d'une manière différente. Et voilà, pour moi, c'était cette expérience que j'ai vécue et que je continue à vivre autour de l'accent, pour moi, me renvoie à quelque chose, que c'est que dans cette rencontre entre des personnes des cultures différentes, il y a toujours, il se joue quelque chose de l'ordre de la mêmeté et de l'altérité. Quand moi j'arrivais, je voulais m'intégrer, ce que j'attendais, c'est qu'on me dise que j'étais la même que les gens qui vivaient ici. J'attendais qu'on me reconnaisse ma mêmeté, ma similitude avec les gens qui étaient ici. Et les gens me renvoyaient à mon altérité, et qui était aussi très beau et très positif. Mais voilà, je pense que dans la rencontre culturelle, il y a toujours ces deux éléments, le même et le différent, la mêmeté, l'altérité, et que la frontière entre les deux en fait bouge tout le temps, et que c'est ce qui me fait dire que
voilà, c'est très sensible et c'est mouvante et que parfois des choses de l'altérité passent du côté de la mêmeté. Je dirais aujourd'hui, moi je suis toujours une étrangère, mais il y a des choses de la culture française qui font partie de ce que je suis. Et qui m'ont façonné et qui m'ont marqué dans ma manière de penser et de parler. Et donc, je suis étrangère et en même temps, cette culture est aussi en partie la mienne. Donc, cette frontière entre mêmeté et altérité est une frontière qui bouge et c'est ce qui me fait dire que je me rends compte à quel point cette tension entre mêmeté et altérité est quelque chose qui me rend vivante. Et l'altérité de l'autre m'a permis de reconnaître des choses de ma culture dont je n'étais pas du tout consciente, m'a aussi déplacée et enrichi ma propre culture. Et donc, c'est ce qui me fait dire que la culture est toujours quelque chose qui bouge et que c'est essentiel, et qu'une culture qui ne rencontre pas la différence est une culture morte. Je pense que qu'on bouge ou qu'on ne bouge pas, on a toujours l'occasion de rencontrer la différence de la culture et que cette différence, elle est vitale. Donc voilà, ça c'est la première chose par rapport à mon expérience personnelle. Je pense que j'ai pris presque tout le temps, mais je vais quand même évoquer les ça va, évoquer les deux autres points qui sont d'un niveau très différent et par rapport à la rencontre, à la relation interculturelle, et qui sont plus en lien avec mes domaines de travail. Le premier, c'est l'économie. Et ça peut sembler un peu bizarre de dire, mais quel lien entre économie et rencontre interculturelle. Alors, la pensée que j'ai aujourd'hui sur l'économie, c'est construit un petit peu aussi d'une rencontre entre deux disciplines. Et je dirais en ce sens-là aussi d'une rencontre interculturelle, puisque chaque discipline, c'est aussi une manière de penser la réalité. Et donc, voilà, c'est aussi, chacune, c'est quelque part une culture. Et c'est un peu la rencontre entre l'économie et la théologie qui m'a conduit à voir à quel point ce qui était au cœur de l'économie, ce n'est pas ce qu'on voit habituellement en premier, que c'est la production, la circulation des biens, l'argent, quelque chose qui est de l'ordre toujours très matériel, associé à la satisfaction des besoins. Et pour moi, ce que j'ai vu et qu'aujourd'hui je trouve que c'est le cœur de l'économie, c'est sa vocation première, c'est que l'économie est un des principaux facteurs dans nos sociétés pour mettre en lien les personnes, des personnes que souvent ne se connaissent pas. Et voilà. Et donc l'économie, c'est avant tout un médiateur social. Et donc c'est un lieu de relation. Et que la richesse économique la plus importante est celle de la richesse relationnelle. Et donc du coup, du moment qu'on voit l'économie justement comme créateur de liens, créateur et pas seulement de biens, et créateur des relations. Et donc, l'économie devient quelque chose de complètement différent, devient une potentialité énorme, justement aussi pour les liens et les relations et les rencontres interculturelles. Juste un petit exemple, vous savez, aujourd'hui, la consommation, c'est beaucoup uniformisé et standardisé. Il y a les mêmes produits qu'on trouve souvent presque partout, mais donc on trouve très facilement des produits qui viennent d'autres pays. Et ce qu'on voit dans le produit, avant tout, même si on voit que c'est un produit qui est différent, qui vient d'une autre culture, le produit, on le voit souvent malheureusement uniquement par une différence que je dirais est plutôt folklorique ou exotique. Et en fait, du moment qu'on voit et on regarde le produit et on cherche derrière le produit qui l'a produit et comment il a été produit, et du coup le produit devient une occasion de rencontre avec le producteur. Et nous, en tant que consommateurs, dans la mesure qu'on choisit de consommer un bien plutôt qu'un autre, on a un impact sur les producteurs. Et donc, consommer, c'est une manière de rentrer
en lien avec les producteurs des biens que nous consommons. Et donc voilà, je trouve que là, il y a quelque chose où on ne voit pas souvent, mais l'économie peut être aussi un lieu, un espace de rencontre voilà, et aussi de manière très différente, même si aujourd'hui aussi on valorise beaucoup tout ce qui est circuit court et commerce de proximité. Donc là, on va rencontrer directement le producteur, mais même à travers des produits qui sont élaborés très loin de chez nous. Je pense que ces produits peuvent être aussi une occasion de rencontre. Voilà, et le troisième et dernier, c'est l'écologie. Et alors que c'est pour moi très en écho avec également ce que je viens de dire de l'économie. L'écologie, très souvent aussi, on l'a réduit à quelque chose qui est de l'ordre de la gestion des ressources naturelles. On la voit uniquement comme une question qui est en lien avec des ressources, l'eau, la terre, l'air, voilà, la gestion des ressources. Et c'est le fait de voir que l'écologie, en fait, c'est avant tout des relations. Et ça, alors, je voudrais évoquer ici le texte, l'encyclique Laudato Si du pape François, qui me semble, mais ça est très bien en évidence, que l'écologie, c'est une manière de rentrer en relation avec tous les êtres vivants, humains et non humains. Et donc, du coup, voilà, l'écologie devient justement aussi un lieu de rencontre interculturelle. Et vous voyez là, on élargit le périmètre, on va au-delà des différences des cultures humaines, mais également on intègre tous les êtres vivants. Et voilà, et je finis avec, puisqu'on vous parlez beaucoup de rencontres, j'en ai aussi beaucoup parlé de rencontres, et je finis avec, encore en citant le pape François, il dit justement qu'il faut un changement de culture et il dit qu'il faut sortir d'une culture qu'il appelle la culture du déchet et que c'est cette culture qui marque aujourd'hui toutes nos sociétés. On prend, on consomme et on jette, on prend, on consomme et on jette. Et on fait ça avec les biens et on fait ça aussi avec les personnes. Et il dit qu'il faut passer à une culture de la rencontre. Et je pense que ce que vous faites justement avec toutes ces démarches, c'est de nous introduire dans cette culture de la rencontre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est toujours précieux de se rappeler que l'économie et l'écologie sont des lieux de rencontre et de médiation sociale, effectivement. Merci. Je vais maintenant laisser la parole à Michel Soquet, donc co-auteur du livre et puis qui travaille le sujet de l'interculturalité depuis bon nombre d'années. Après toutes les interventions, après les petites scénettes, Michel, si tu peux nous parler un peu de ce que ça t'inspire, faire un petit ramassé des interventions. Merci. Merci beaucoup, ça m'inspire énormément évidemment et j'ai beaucoup appris de ce processus de plusieurs années avec vous. C'est vraiment un privilège pour moi d'y avoir participé. C'est même une expérience pour le vieux crouton que je suis, fondatrice, refondatrice. On revient toujours sur de nouvelles découvertes et on est amené à se dire finalement ce qu'on a travaillé jusqu'ici, ça mérite d'être revisité. Je crois que je l'ai beaucoup revisité grâce à vous et je voulais vous en remercier. Vous remercier de ce processus de grande ouverture. Pour moi, c'est un processus de très grande ouverture, permise par des tas de choses, permise par la forme aussi. Je pense, je voudrais vraiment rendre hommage au travail de Jam, là, qui, avec ses dessins très incarnés, voilà ce que j'ai vécu, finalement nous présente la relation interculturelle, souvent avec humour, mais de manière pas naïve, et toujours positive. Parce que c'est quelque chose aussi qu'on a pu entendre toute la soirée. C'est le positif. Tout le monde a parlé de positif ici, je crois que c'est important. On dit souvent qu'un dessin vaut plus que 100 pages de livre. Je crois vraiment qu'on en a fait la démonstration. De même que cette scène que vous nous avez proposée est un concentré extraordinaire de tout le contenu du livre. Vraiment bravo. C'est présenté avec un talent, je trouve, qui, pour nous qui avons un peu travaillé sur ce livre-là, retrouver dit de façon autre
par cette troupe de théâtre. C'était vraiment merveilleux. C'est une ouverture aussi intellectuelle. Elena avait l'air de dire que peut-être que pour nous, l'écologie, l'économie, c'est pas forcément lié à l'interculturel, mais évidemment si, complètement, parce qu'il n'existe pas de science de l'interculturel. Je me suis amusé un jour à essayer de faire le compte de toutes les disciplines académiques qui avaient à voir avec l'interculturel. J'en ai trouvé 30. Parce qu'évidemment, on est dans l'anthropologie, la sociologie, l'histoire, la linguistique, etc. Mais aussi, oui, dans l'économie et dans l'écologie. Et puis, c'est une ouverture qui est aussi un recentrement sur la personne et sur le lien. Recentrement autour de la personne que Alain Régnier et Elena, sur lesquels tous deux ont beaucoup insisté, et tout le monde insiste, je crois, dans notre groupe aussi là-dessus. Alors, tout ça, c'est pour moi un exercice de ce que j'appelle une intelligence interculturelle mutuelle formidable. L'intelligence interculturelle, c'est 3 choses pour moi. C'est une prise de recul, c'est un questionnement, et puis c'est, je détaillerai le sens exact de ce mot, une forme de négociation, de vivre ensemble. Quitter ses certitudes, nous a dit Blandine, se dépouiller de ses propres repères. C'est exactement ça, finalement. On commence par enlever ses lunettes. On commence par enlever ses lunettes, qui sont par définition l'objet qu'on voit le moins, puisqu'elles sont sur notre nez, on ne les voit pas. Et pourtant, c'est ça le prisme qui nous permet de voir le monde. Je prends le risque, j'espère que je ne vais pas exploser mon temps là, mais je prends le risque de vous rapporter une petite histoire qui ne fait d'ailleurs rire que moi, mais qui m'a été racontée par une amie chinoise de l'université de Pékin qui m'a raconté l'histoire d'un poisson et d'un crapaud. Un poisson a envie de savoir ce qui se passe à l'air libre. Alors il sort sa petite bouche, il voit un crapaud sur la rive et lui dit « Raconte-moi ton histoire, raconte-moi ce qu'il y a dans ton monde ». Et le crapaud lui dit, c'est très simple, il y a des oiseaux qui ont des ailes, il y a du riz, on est en Asie, de la farine de riz, on met ça dans des sacs de jute qu'on met sur des carrioles qui s'en vont au marché. Est-ce que tu as compris ce qui se passe chez moi? Et le poisson lui dit, je ne suis pas complètement idiot, j'ai très bien compris ce qui se passe chez toi, c'est plein de poissons. Il y a des poissons qui ont des ailes, il y a de la farine de poisson, on met ça dans ces sacs en poids de poisson, et on met ça sur des poissons qui sont montés sur 4 roues. C'est là qu'il faut rire, c'est tout. Cette histoire-là, pour moi, elle est extrêmement révélatrice du danger qui nous guette tous. Quand nous regardons, quand nous décrivons la culture de l'autre, nous avons tendance à utiliser pour cela notre propre vocabulaire, nos propres repères. Ce qui en soi n'est pas un drame, c'est très humain. Ça devient dangereux quand ça aboutit aussi à vouloir imposer à l'autre nos repères et nos mots, nos façons de voir le monde. Et je trouve que dans ce travail avec JRS, constamment, dans ces groupes de travail, avec les personnes qui accueillent, avec les exilés, eh bien, il y a eu toujours cet effort de se dire on va essayer de voir l'autre avec d'autres lunettes que celles qui sont en permanence sur notre nez. Alors, la prise de recul, évidemment, tout n'est pas que culturel. Bien entendu, je crois que Véronique a déjà insisté là-dessus. Tout n'est pas que culturel et par ailleurs, font peut-être que ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous sépare. Parce qu'on parle toujours de différence. François Julien, que vous connaissez sans doute, dit « Moi, je préfère qu'on parle d'écart que de différence. » Parce que la différence, ça sépare, ça classe. L'écart, c'est quelque chose, comme l'a dit un petit peu Elena tout à l'heure, qui vit. On n'est jamais d'un côté ou de l'autre. Ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps. Et donc, cette idée de dire il y a des écarts entre nous, mais ça ne doit pas nous bloquer. Et puis, la prise de recul, c'est de se dire on a besoin d'un certain minimum d'informations sur les conditions dans lesquelles vivent les personnes accueillies, sans les accabler de questions, comme a dit Jeanne tout à l'heure, et avec l'humilité de se faire expliquer des choses. On va revenir sur cette idée d'humilité. Parce que Blandine a parlé de ça, je crois. Elle a utilisé le mot d'humilité à plusieurs reprises en disant nuance, humilité, attention. Je me rappelle
il m'arrivait avec mes étudiants de faire assez souvent un petit exercice idiot consistant à leur dire, quand je vous demande de me donner 2 ou 3 mots qui vous associent au mot culture, qu'est-ce que vous me dites? Alors il y en a qui me disent évidemment confiture, parce que bon, culture c'est comme la confiture, moins on en a plus on les taille. D'autres qui disent l'art, la tradition, etc., le pays et tout. Et un étudiant brésilien un jour me dit humilité. Je lui dis, qu'est-ce que vous voulez dire humilité? Et il a eu cette phrase magnifique, parce que je pense qu'il n'y a pas de mur culturel que l'humilité ne permette de franchir. Et je me suis dit, mais c'est exactement ça, bon sang. Bon sang, mais c'est bien sûr. Si je n'ai pas l'humilité de me dire que je ne sais pas tout, que je ne sais pas tout de l'autre, que je dois gratter derrière les apparences, et si ensuite je n'ai pas l'humilité d'aller me faire expliquer des choses par des gens qui, par leur histoire propre, leur situation de famille, etc., connaissent très bien la culture de l'autre et ma culture, je n'arriverai à rien en termes de dépassement des frontières culturelles. Voilà. Et puis, recul évidemment par rapport à nos clichés, ce que nous a dit Elena sur les questions de l'accent est accablant. Hein. C'est voilà, d'où venez-vous? Première question qu'on pose. Donc, dans quelle étiquette je te colle? Dans quel tiroir est-ce que je te mets? Nuance, humilité. Et puis, prise de recul aussi. Je crois que Alain Régnier nous a aidé à prendre du recul par rapport à cette idée que l'idée d'hospitalité, de droit à la protection sont loin d'être des évidences et sont loin d'être des choses acceptées partout, et à quel point les défis à relever pour mettre les personnes qui sont accueillies à égalité avec celles qui les accueillent sont considérables, y compris pour aider les personnes à accéder aux bonnes bases d'information. Ce sont des problèmes effectivement terribles. Ensuite, deuxième stade de l'intelligence interculturelle, le questionnement. Et là, Cathy nous a dit beaucoup de ces questions émanent des acteurs eux-mêmes de JRS. Effectivement, il y en a beaucoup qui sont venus. Nous avons travaillé sur des outils de questionnement, des espèces de checklists, des points sur lesquels pouvaient se produire des malentendus. Et ça s'est accumulé, il y en a eu énormément. Parce que, et ça rejoint une des constatations que j'ai faites depuis quelques années, je pense qu'il y a très peu de sujets qui sont hors sujet quand on parle d'interculturel. Que tout intervient d'une manière ou d'une autre, l'esthétique, la cuisine, etc., comme vous l'avez très très bien montré. Que ces questionnements, les verbatims dans le livre l'ont très bien montré aussi, sont à double sens. C'est-à-dire que les exilés, les personnes accueillies, questionnent tout autant que nous les questionnons. Avec cette idée que ça nous amène aussi, nous, à nous questionner nous-mêmes. Cet effet miroir qui nous permet de nous dire « je vais essayer de décrypter l'autre, comment il parle, comment il gère son temps, etc. Mais après tout, est-ce que je me suis demandé comment moi je parle, comment je gère mon temps? Est-ce que je me suis rendu compte que quand je dis je dois lire l'autre, décrypter l'autre, et bien pour l'autre, c'est peut-être pas de la tarte de me décrypter moi-même. Peut-être que je suis complètement incompréhensible dans ce que je lui dis, dans ma façon de m'exprimer, etc. Comme peut-être moi ce soir vis-à-vis de vous. Et là encore, je trouve que les dessins du livre de Jam expriment ça de façon très très précise. Je pense au rapport à l'argent aussi. Hein. C'est magnifique le dessin que tu as montré. Ça en dit beaucoup plus que des textes. Et ça éclaire beaucoup le propos. Et enfin, dernier point, last but not least, une fois que j'ai pris du recul, beaucoup de recul, peut-être que je me suis renversé en arrière à force de prendre du recul, une fois que je me suis posé des questions, beaucoup de questions, so what? Qu'est-ce que je fais? Et alors? Comment est-ce que je sors du spectacle de l'autre et que je rentre dans une démarche de vivre ensemble, ce que j'appelle négociation à la suite de l'ONG Médecins du Monde, qui utilise beaucoup ce terme de négociation socio-culturelle, sachant que la négociation, c'est évidemment pas un effort pour fourguer à l'autre mes convictions, ma manière d'être, ma manière de vivre, mais pour comparer nos curseurs, pour voir si nous pouvons évoluer les uns et les autres dans ce que nous jugeons acceptable ou non acceptable. Si nous pouvons distinguer l'essentiel de l'accessoire dans nos relations. Si, au fond, nous sommes capables de nous rendre compte qu'à force de vouloir bien faire pour l'autre, peut-être que nous faisons des gaffes aussi, c'est apparu souvent. L'autre, il n'a pas forcément besoin qu'on lui parle tout le temps, qu'on lui pose des questions, qu'on fasse la vaisselle à sa place, etc. Donc,
tout ça, c'est un mouvement à double sens. Et ce n'est pas une question de tolérance. Blandine a utilisé tout à l'heure le terme de reconnaissance. La tolérance, c'est une belle chose. Ça aide, dit-on, à supporter la différence. Supporter la différence, déjà, ça se discute comme expression. Mais si je tolère, si je vous tolère, c'est peut-être que, d'abord, je ne suis pas d'accord avec ce que vous êtes, par définition, et puis je vous regarde un petit peu haut, de façon un petit peu paternaliste. Comment est-ce qu'on peut passer de la tolérance à la reconnaissance de l'autre dans son altérité pleine et entière, le mot d'altérité qu'Elena a utilisé à plusieurs reprises. Voilà, comment, au fond, sans abdiquer ma propre culture, ce que je suis, sans mettre celle de l'autre non plus sur un piédestal, comment est-ce que je peux trouver des éléments pour vivre ensemble? Comment est-ce que je peux, comme disait Blandine, construire un nous? Comment est-ce que je peux passer d'une logique du « ou » à une logique du « et » le comportement du « ou », c'est toi ou moi, ta culture ou la mienne, ta langue ou la mienne, ta façon de parler ou la mienne. Et l'un d'entre nous doit prendre le pas sur l'autre. La logique du « et », c'est nous sommes ensemble, on ne s'est pas forcément choisi. Comment est-ce qu'on va trouver du commun pour avancer ensemble et vivre ensemble? Et puis, j'ai été intéressé aussi parce qu'on dit successivement Alain Régnier et Elena sur l'importance du bain linguistique pour permettre de vivre ensemble. J'avais fait une petite enquête auprès des centres d'accueil de soins et d'orientation de Médecins du Monde en demandant à des bénévoles qui accueillent des gens qui venaient du monde entier quels sont les problèmes principaux que vous rencontrez avec les personnes que vous accueillez ici. Je m'attendais à ce qu'ils me disent on n'a pas de la même culture, etc. Ben non. D'abord, leurs conditions de vie, les conditions financières dans lesquelles ils vivent, parce que si on donne un rendez-vous à quelqu'un qui n'a pas de quoi se payer un ticket de train, ça ne sert à rien. Ensuite, et là j'en reviens à la langue, l'impuissance par rapport à la langue. Ensuite, les traumatismes que la personne a vécus. Et ensuite, oui, vous avez raison, la culture, ça intervient, effectivement. Voilà. Donc, je conclurai peut-être avec ce que disait Elena aussi sur la mêmeté et l'altérité. C'est toujours cette idée qu'entre les deux, il y a une frontière très, très mince qui bouge tout le temps, et à quel point la notion d'écart entre lesquels se produise quelque chose de positif est important plutôt que la différence. François Julien, dont je parlais, est un sinologue. Il est sinologue parce qu'il est passionné par la culture chinoise, mais aussi parce qu'à travers la culture chinoise, il a envie de comprendre la nôtre. Et évidemment, il est très influencé par la logique du yin et du yang, qui sont ces éléments apparemment contradictoires, mais entre lesquels il se passe quelque chose et qui finissent par être mutuellement féconds. Voilà. Merci beaucoup encore à tous. Merci beaucoup, Michel. Il faut du talent pour lier tout ce qui a pu être dit, lui donner du relief à toutes les interventions. Bravo, merci. JRS France a de la chance d'avoir pu travailler avec toi. On va passer maintenant à un petit temps de questions. On vient justement d'entendre que c'était important de se questionner. Ça peut être aussi des apports, des interventions. En fait, je pense que parmi vous, il y a déjà beaucoup de personnes qui travaillent aussi ce sujet-là ou qui ont des expériences à partager. Voilà, on va avoir un petit temps d'un quart d'heure. On va prendre les questions 3 par 3 et y répondre de façon groupée 3 par 3. Alors, si des personnes souhaitent intervenir ou poser des questions, n'hésitez pas à vous signaler. Il y a un micro qui va circuler dans la salle. Bon, ben, je me lance, je vous lance le défi. Donc bonjour, moi c'est Nour, merci pour l'intervention, merci pour cette soirée. Un simple commentaire, tout simple. Je suis extrêmement ravi ce soir et à la fois inquiet.
Alors, ravi de la qualité de l'intervention, que enfin on a vu naître un livre qui parle, illustre, permettre de donc mettre en lumière cette interculturalité. Donc voilà pourquoi je suis ravi. Après, pourquoi je suis inquiet? Alors je suis inquiet parce que on est entre nous, on est convaincus, et donc à la fois c'est chouette de se ressourcer, mais je me suis dit, et je me permettrai, je souhaiterais vous donner une mission qui est de partir avec ce livre et de parler à une personne de votre entourage qui n'est peut-être pas très convaincue. Ça vous fait une belle défi. Donc merci encore une fois pour l'organisation. Et évidemment, voilà, le GRS m'a beaucoup apporté, la DIER m'a beaucoup apporté, et puis j'espère apporterai à mon tour. Merci Nour. Oui, bravo pour ce beau travail et pour les artistes comédiens. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont des enseignants en français langue étrangère qui sont confrontés à cette question d'interculturalité, qui utilisent par exemple la chanson, comme ça a été joué dans la pièce, pour montrer quelque chose du pays d'accueil. Est-ce que dans votre travail, vous ne pouvez pas faire une sorte de banque de données, d'une certaine manière, des bons dessins, des bonnes chansons qui sont accueillantes et qui font aimer aussi le pays d'accueil? Agnès JRS Luxembourg, oui, ce que vous venez de nous présenter me rappelle beaucoup d'expériences vécues chez nous aussi avec nos amis exilés. J'ai une question dans vos questionnements, dans vos recherches de négociation. Est-ce que vous avez senti que le fait que les exilés ne savent pendant longtemps pas si leur avenir sera en France ou en Europe, et si ça vaut la peine d'apprendre à connaître cette culture? Bonsoir, merci à tous d'avoir participé à cette réflexion. J'aurais deux questions au sujet du titre d'abord, le pari de l'interculturalité. Pourquoi avez-vous choisi le mot pari? Moi, j'aurais plutôt pensé au défi de l'interculturalité parce que c'est comme ça que je vois les choses. Parce que ce n'est pas, comme vous l'avez souligné, ce n'est pas acquis d'avance, et ce n'est pas une question, allez, on parie, on va voir qui va. Non, il me semble que la difficulté est réelle et que le mot défi aurait été, me semble-t-il, plus à propos. D'autre part, pourquoi interculturalité, pas pluriculturalité? Quelle est votre position? Est-ce que vous croyez à une société pluriculturelle? Ce qui n'empêche pas l'interculturalité, évidemment. Mais je veux dire, interculturalité, ça laisse la question ouverte. Est-ce qu'on veut une société, on tend vers une société monoculturelle ou bien pluriculturelle? Je vous remercie. Merci. On va faire une première vague de réponses. Alors, sur les premières questions, je vais tenter quelque chose puisqu'on a deux propositions de boulot supplémentaires. À la fois, il faut partir en mission, nous a demandé Nour pour essayer de convaincre ceux qui ne sont pas convaincus. On va voir ce qu'on peut faire. Et puis le deuxième aussi, est-ce qu'on peut faire des dessins, des chansons, etc. Oui, pourquoi pas. Maintenant, je ne sais pas si on est prêt tout de suite à en faire, mais on peut tout à fait y réfléchir. Et je crois que c'est vraiment un travail qui est en chemin, qui n'est jamais fini. Le livre, c'est une étape. C'est ce qu'on a voulu consigner, tout ce qui a été vécu depuis une dizaine d'années. Mais ça continue, donc pourquoi pas. Merci pour ces bonnes idées.
Merci. Pari plutôt que défi. À mon avis, dire pari et non défi, c'est dire, comme monsieur nous l'a fait observer tout à l'heure, que ce n'est pas une évidence. Si on dit le défi de l'interculturalité, on dit l'interculturalité, gérer l'interculturalité, c'est une nécessité. Il y a plein de gens pour qui ce n'est pas du tout une évidence. Donc, je crois que le pari se justifie de ce point de vue-là. La mission que vous nous avez donnée de parler à des gens qui ne font pas partie du cercle des collègues convaincus, pour moi, elle est essentielle. Parce que tout autour de nous, il y a plein de gens pour qui l'interculturel, ça n'a aucune importance. J'avais invité un jour dans un de mes séminaires un ami qui avait monté des agences bancaires un petit peu partout dans le monde. Je me disais, il va avoir une expérience formidable à partager à tous ces jeunes qui se destinent à partir à l'étranger. Il est arrivé, première chose qu'il a dit dans la classe, le choix du pays dans lequel vous allez travailler n'a aucune importance. Autrement dit, ce qui compte, c'est la culture d'entreprise, etc. Donc le défi est vraiment très, très, très important. Et puis combien de fois j'ai entendu, moi, dans des diverses organisations, y compris de coopération internationale, mais on sait tout ça, on a voyagé, ouais. Enfin, bon, on ne sait pas tout. Juste sur le pluriculturel, l'interculturel. Pluriculturel, c'est la coexistence de plusieurs cultures dans une société. L'interculturel, c'est ce qui se passe entre ces différentes cultures. Le mot inter, il se passe quelque chose qui d'ailleurs, malheureusement, peut être positif comme négatif. Parce que finalement, d'une certaine manière, les guerres culturelles sont aussi de l'antre, malheureusement. Il y avait une autre question sur quand la personne exilée donc, est dans un avenir incertain. Oui, effectivement, c'est une situation qui est délicate, surtout au niveau linguistique. C'est très difficile de commencer à apprendre une langue quand on ne sait pas ce qui va se passer, si dans 6 mois, 1 an, 2 ans, on est là ou on est ailleurs ou on est renvoyé dans un autre pays. Et en même temps, certaines personnes ont une capacité et une envie de le faire, donc choisir aussi ce moment-là de la demande d'asile pour apporter quelque chose de culturel ou de linguistique, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'il y a des situations très, très difficiles et on voit, notamment au niveau linguistique, des situations se débloquer quand justement l'avenir se débloque. Il y a comme un clic qui se fait et l'apprentissage de la langue devient alors beaucoup plus évident, non seulement nécessaire, mais il y a quelque chose de profond qui se déclenche. Le défi de l'interculturalité, c'est le défi pour moi de la fraternité. La fraternité, c'est de prendre vraiment conscience qu'on fait tous partie d'une grande famille et que quand l'autre est loin et qu'on ne le connaît pas, c'est complètement différent que quand il se rapproche et qu'on vit des choses personnelles et un cœur à cœur avec lui. Nous, c'est l'expérience que nous avons fait modestement, une petite initiative. On a créé le Riband Trip, qui est une grande traversée de la France en vélo de course avec les réfugiés. Pourquoi ? Parce que rouler en peloton avec eux pendant 3 semaines, vivre une expérience fraternelle avec eux, c'est une expérience extraordinaire où les barrières tombent. Elles tombent parce qu'on vit la même chose, parce qu'on pédale ensemble, on en bave ensemble, on mange ensemble, on va dans les sanitaires ensemble, on prend nos douches en même temps ensemble, enfin pas ensemble, pas totalement, mais... Et ça change tout. Et du coup, l'autre se rapproche et devient un frère. Voilà, moi je crois que c'est prendre conscience qu'on fait partie d'une grande famille humaine et qu'on est tous frères, au-delà de toutes nos différences. Donc tout ce que j'ai entendu, c'est magnifique, c'est très émouvant, mais c'est des choses qu'il faut arriver à, et c'est ce que vous faites avec Welcome, à vivre par nos différentes expériences. Excusez-moi, ce n'est pas une question, c'est juste un petit témoignage. Si vous voulez nous rejoindre du 2 au 23 août, en tant que bénévole ou que rouleur solidaire, vous êtes les bienvenus. C'est juste 1000 km de Paris jusqu'aux Pyrénées, mais vous pouvez ne faire que quelques étapes.
Merci. Donc, Nicolas Armateren, bravo, hein, c'est super, vraiment. Enfin, il faut le dire, quoi. Mais, ça commence comme ça, hein, c'est toujours... écart culturel, interculturel, donc il y a dialogue, il y a donc entre logos, hein, mais est-ce qu'il y a des limites? Est-ce qu'il y a des parties, et je pense que vous en parlez un tout petit peu dans le livre aussi, où on touche quand même à des éléments culturels qui sont non acceptables? Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est un peu une question qui reste quand même, parce qu'on veut être positif, hein, mais bon, on sait que... Voilà. Merci. Merci. Je m'appelle Saïd Omar. Je voudrais savoir si l'interculturalité, c'est limite à l'altérité géographique ou ethnique. Merci. Je n'ai pas lu le livre, hein, mais je vais le lire. Je suis curieuse, vous parlez de reconnaissance, de rencontre, et je vois partout un Afghan, un Ivoirien, un Malien. Je me pose la question, pourquoi vous n'avez pas choisi de mettre les prénoms et reconnaître les personnes qui ont participé à ce livre? Je vais me risquer sur les limites. Je pense qu'il y aura des réponses à cette question dans le livre. Il y en a. Une conviction forte, parce qu'elle est tirée de notre expérience vécue et qu'on a voulu parler dans l'interculturalité. En tout cas, au moment des limites où elles se posent, il faut parler vrai et clair. Et je pense d'autant plus dans le contexte dans lequel nous sommes, parce que je ne vais rien dire sur la fraternité. Bien sûr que je consonne avec vous. Le problème, c'est que tout le monde n'en est pas d'accord et que je vous rappellerai que la théorie ami-ennemi, on n'en a pas fini. Donc voilà, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas défendre la fraternité, aspirer à la fraternité. Mais encore une fois, je crois qu'il y a des limites, pour beaucoup de raisons. Et face à ces limites, c'est ce que disait Michel, hein, il peut y avoir la négociation culturelle dans un premier temps. Dans le livret, il y a 2 sujets où on a vraiment, je pense, creusé, mais à partir, encore une fois, d'expériences réelles, vécues, de différents, alors avec un D, hein, c'est-à-dire quelque chose, non pas de l'ordre de la différence, non pas de l'ordre de l'écart vivant, mais de quelque chose qui résiste. C'est la relation homme-femme, ça c'est une limite, et la question du rapport à la religion ou de la liberté religieuse. Ces 2 limites qui sont très clairement identifiées dans ce livre, sur lesquelles nous affirmons nos valeurs. Il y a d'ailleurs un rappel de la loi 1905, de ce qui est reconnu et tenu et défendu dans notre pays, valeurs dont nous sommes fiers. Et effectivement, nous avons des cas où la limite se pose et où il faut parler clair, être franc et dire qu'on ne peut pas continuer une relation. La relation, elle n'est pas... c'est pour ça que ce n'est pas seulement un défi, c'est un pari au départ. Puis parfois, ça ne marche pas. La rencontre, les conditions de la rencontre ne marchent pas. Alain Régnier, vous vouliez apporter une précision? Oui, je voudrais simplement rappeler que la République propose à chaque réfugié primo-arrivant la signature d'un contrat d'intégration républicaine, que dans ce contrat, il y a un acte d'engagement sur les valeurs de la République et qui pose du point de vue symbolique, parce que cet acte, cette signature ne peut pas faire grief à l'intéressé, mais pose quand même le principe de respect de la laïcité, de scolarisation des enfants, d'accès à la santé et pour les hommes et les femmes. Donc il y a des règles qui sont posées, qui sont rappelées à la personne que la France accueille, que cette personne doit respecter, puisqu'encore une fois, ce sont des valeurs juridiquement établies dans l'état de droit dont je parlais dans mon propos. Donc, et c'est vrai que c'est un sujet très sensible, c'est cette contrepartie, droit et devoir dans la société d'accueil qui permet ou qui pourra permettre de peut-être plus facilement
continuer à accueillir si on respecte encore une fois les valeurs cardinales du pays dans lequel vous êtes, en l'occurrence notre pays. Juste puisque j'ai la parole, j'ai pas eu le temps d'évoquer, je fais un peu écho à ce que disait Nour Alaskani sur ces derniers mois, il y a beaucoup de signaux extrêmement préoccupants dans la société française, parce qu'encore une fois, nous sommes des convaincus de l'hospitalité dans cette salle. Mais le maire de Callac, le conseil municipal de Callac ont dû renoncer à un projet d'accueil de migrants. Le maire, la commune ne me revient pas, à côté de Nantes, a été menacé physiquement, sa voiture a été incendiée. Il y a dans tout le pays maintenant un réseau en veille d'identitaires qui est à l'affût de tout projet d'accueil de migrants, de demandeurs d'asile, et qui, par l'intimidation, la peur, essaye et va essayer dans les mois et les années à venir d'organiser, je dirais, de faire taire la majorité silencieuse par la menace. Voilà, donc je pense qu'il faut être vraiment pleinement conscient et peut-être vous proposer, comme l'a fait Nour, je pense, dans nos dîners de famille, dans nos dîners avec des amis, d'évoquer ce livre et d'essayer de provoquer un débat qui ne soit pas le grand remplacement, mais qui soit un débat qui respecte encore une fois les valeurs dont je parlais tout à l'heure et l'état de droit. Voilà, sinon c'est un repli, et donc il faut voir comment on peut en parler et comment on peut échanger avec l'autre dans un pays qui, comme le Danemark aujourd'hui, la Grande-Bretagne, son Premier ministre parle de tordre le droit international, de manière à mettre fin ou à limiter la demande d'asile. Donc, je dirais, ces évolutions sont en continu depuis 10 ans maintenant et doivent nous interroger sur, effectivement, le pari de l'interculturalité. Voilà, c'est un défi pour les années à venir de sortir de cette salle en disant comment est-ce que moi je peux, à ma place, essayer de contribuer à provoquer un débat serein dans la société française sur cette question. Merci bien. Juste pour faire écho à la question, à la remarque très très pertinente de notre ami sur la question de savoir si l'interculturel est uniquement une histoire de géographie. Bon, si ça se résume au problème de savoir comment est-ce qu'un Chinois peut travailler avec un Chilien, déjà en Chine, il y a beaucoup de régions différentes, il y a beaucoup de gens différents, de qui on parle, de ruraux, d'urbains, etc. C'est pas évident. Si je prends un exemple très précis, par exemple sur la gestion du temps, on va se rendre compte que l'interculturel, il joue aussi entre métiers différents. Il joue entre institutions différentes. Que l'interculturel, c'est aussi de l'intergénérationnel. Alors on dit aussi interculturel entre hommes et femmes. Là, je suis beaucoup plus réservé là-dessus parce qu'il y a beaucoup de clichés un peu terribles qui circulent là-dedans sur les cerveaux gauche-droite, etc. Mais l'interculturel, c'est aussi entre situations physiques. Des amis qui travaillent... des amis sourds me disent mais tu sais, il y a une culture sourde, tu l'ignores parce que tu vis dans une autre culture, mais on a notre propre culture sourde, etc., entre religions, etc. Et puis même, on est chacun nous-mêmes, fondamentalement. Et dans un même bureau, dans une même famille, un même immeuble, entre gens de métiers comparables, d'âges comparables, etc., on peut avoir des différences culturelles considérables. Donc, on est d'abord... la personne est d'abord une personne avant d'être un bout de tiroir ou un bout d'étiquette. Merci Michel. Et pour répondre à la dernière question, Pauline, sur la question des prénoms. Oui, pour le choix éditorial des prénoms, en fait, donc on a rassemblé plein de groupes différents et à chaque fois on leur a demandé est-ce qu'on vous voulez qu'on garde ou pas votre prénom. Et en fait, j'ai envie de dire, on a choisi, quand les personnes nous ont dit « moi je veux pas que mon nom ou mon prénom apparaissent », de valoriser, de faire ce choix-là avec elles en fait. On n'allait pas mettre le nom de certains et pas le nom d'autres parce que certains ne le souhaitaient pas. Voilà, parce que notamment sur les questions hommes-femmes ou les questions religieuses, certains ne souhaitaient pas voir leur nom apparaître, tout simplement.
En fait, quelque chose que je pense, c'est peut-être complémentaire à ce que vous dites. En fait, c'est vrai, c'est un sujet très difficile et parfois, c'est pas facile à exprimer pour l'autre, parce que chacun a son mentalité, son culture, son identité et tout. Pour moi, par exemple, pour ce projet-là, il y avait des questions de la liberté d'expression. Ça veut dire jusqu'à quel point je peux faire peut-être un peu rassemblant de critiques ou donner une richesse pour quelque chose. Défendre de mon côté ou je critique d'autre côté. Donc c'était très intéressant pour savoir. C'est vrai que liberté d'expression par rapport à ma vie avant, moi je viens d'Iran et je pensais qu'en Occident, partout il y a des libertés d'expression, c'est parfait, mais c'est pas de tout ça, toujours il y a des limites. Toujours il y a des limites, pourquoi pas, parce que derrière il y a de sagesse, parce qu'on peut faire comme ça, pas maintenant, c'est pas le moment, etc. Moi je crois que pour finaliser, pour terminer ma façon de dire, c'est que par rapport à quelque chose qu'Alain Ranier a dit, que peut-être, voilà, vous savez, la vraie difficulté devant nous, c'est quoi, extrémistes, etc. Je sais, mais chacun a son rôle en fait. Est-ce que par exemple, pour ce livre-là, moi, je suis toujours limité par ça, je ne peux pas dire ça. Alors, ça veut dire que j'ai reculé de mon volonté en fait. On parle de la fraternité sans frontières, on parle de quelque chose, donc voilà, l'espace de jouer est là, un peu plus de courage en fait, je crois, un peu. Merci Jam. Alors, on va s'arrêter là pour les questions. Je vous passe la dernière diapo. Si vous avez la moindre question à la suite de cet événement, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus de renseignements. Un grand merci à chacune et chacun d'entre vous d'avoir été présents et d'avoir animé cette table ronde. Et on va conclure avec Véronique Albanel, donc notre présidente. Alors la soirée n'est pas finie. À GRS, c'est comme dans Astérix. Ça se termine toujours par un banquet. Alors là, ce sera un banquet modeste, mais vous êtes vraiment cordialement invités. Mais juste avant, je vous demande d'applaudir très, très, très fort, en particulier les salariés qui ont permis cette soirée, les salariés de GRS. Ils sont très nombreux. Je ne vais pas les citer, mais vraiment, merci et bravo. On se retrouve donc pour le cocktail, un petit cocktail qui sera servi juste à la sortie de la salle.